Soyez les bienvenus sur le plateau télé FHP Direct depuis Santexpo édition 2023. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités pour une table ronde consacrée aux usagers. Docteur Alexandra Fourcade, bonjour. Vous êtes médecin de santé publique et vous êtes chef du bureau des usagers à la DGOS. Delphine Hannequin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des parcours et partenariats chez LNA Santé. Merci à vous deux d'être sur notre plateau, d'être avec nous pour parler donc des représentants des usagers. Première question, docteur Alexandra Fourcade, je me tourne vers vous. Quels sont les différents profils des usagers? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je vais déjà vous dire que depuis la loi de 2002, qui a un peu consacré ce terme des représentants des usagers, aujourd'hui, en 2023, on a franchi de nombreuses étapes. Donc, vous avez raison, il y a ce terme historique de représentants des usagers qui avait été voulu par ce texte de 2002, qui visait à mettre en place dans les établissements de santé des représentants des familles et des patients pour défendre les droits des usagers dans un cadre extrêmement réglementé, une commission des usagers qui analyse les réclamations et les plaintes. C'était vraiment une première étape. Ces instances, elles ont bien sûr prospéré, elles ont évolué, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui, mais depuis 20 ans, il y a eu énormément d'autres formes de participation des patients qui se sont développées, et heureusement, parce qu'évidemment, au-delà de cette représentation institutionnelle, il y a beaucoup plus de manières d'agir des patients dans les services de soins, dans les établissements, et je pense que Madame en parlera. Il y a également des patients maintenant qui participent aux formations des professionnels de santé. Donc il y a eu un foisonnement d'autres modes d'intervention des patients dans un énorme mouvement qui s'appelle ce qu'on appelle la démocratie en santé, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. On va revenir, absolument. Madame Hannequin, est-ce qu'effectivement vous voulez compléter les propos du docteur Fourcade? Oui, alors c'est clair qu'aujourd'hui, l'usager est connu et reconnu, pour reprendre le thème qui aujourd'hui doit être évoqué. Donc clairement, de manière concrète, effectivement, il y a aucune... Aujourd'hui, les représentants des usagers sont installés, sont légitimes, sont utiles, et ils peuvent clairement exercer leur mission de manière totalement ouverte et transparente et assumée dans les établissements. Aujourd'hui, on a quand même, malgré tout, encore des difficultés en établissement, quelques freins qui nous permettent malheureusement de pouvoir s'appuyer encore davantage sur ces représentants des usagers, notamment le manque de candidats. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos établissements, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un représentant d'une association en lien avec l'activité qui est exercée au sein de notre établissement. Et aujourd'hui aussi, on peut être confronté aussi à un cloisonnement, quelquefois, entre l'établissement et le représentant des usagers. Mais tout ça est, comme vous l'avez dit, à juste titre, est dans une dynamique qui est en train d'évoluer fortement par rapport aux nouveaux enjeux auxquels le système de santé est confronté. Et donc, ça ne fait que s'améliorer. Et on en reparlera après sur les solutions possibles, justement, pour y contribuer. J'ajoute que LNA Santé, ce sont des établissements, donc des EHPAD, des établissements de soins médicaux et de réadaptation, hein, c'est ça, vous me confirmez, hein? Tout à fait. L'hospitalisation à domicile également, c'est ça? Exactement. C'est 82 établissements en France. Donc vous en avez 47 effectivement établissements médico-sociaux et l'autre moitié à peu près qui correspond à des établissements sanitaires, principalement en soins médicaux et réadaptation, HAD comme vous le disiez et MCO. Et voilà, donc c'est un groupe qui est national, avec quelques établissements aussi à l'étranger, en Pologne et en Belgique. Alors vous allez nous dire comment vous travaillez au quotidien, mais avant cela, docteur Fourcade, l'évolution du système de santé, la démocratie en santé, qu'est-ce que finalement, quand on en parle, déjà, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble, évoluer ensemble? Et qu'est-ce qu'on entend par démocratie en santé? Alors, je vais être très concrète moi aussi, puisque Madame a parlé de la vie des usagers dans un établissement de santé. Je vais vous dire comment ça se passe concrètement au ministère de la Santé, la démocratie en santé. Parce qu'on n'est pas sur sur la théorie, on est sur l'organisation pratique des choses. Donc, vous avez effectivement ce qu'on appelle la démocratie en santé. C'est, d'une manière générale, la manière dont on associe les citoyens et les usagers, parce qu'il n'y a pas que les usagers du système de santé, il y a aussi le citoyen dans les politiques de santé. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les politiques de santé qu'on va développer répondent aux besoins des citoyens et des usagers? Alors évidemment, il y a un sujet d'expertise qui est nécessaire pour définir des bonnes politiques de santé, mais il y a aussi la manière dont les gens vont s'approprier ces politiques de santé. Le meilleur exemple, c'est la prévention, qui était l'objet d'une table ronde juste avant. C'est pas parce qu'on décide de faire des campagnes de communication pour interdire aux gens de prendre du tabac que ça va marcher. Donc pour que ça marche,
il faut utiliser justement des outils qu'on appelle la démocratie en santé, par des concertations, par la co-construction des politiques de santé. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec des représentants des associations comme France Assos Santé, avec qui le ministère de la Santé a instauré pendant le Covid et continue à le faire, des contacts réguliers pour faire en sorte que nos politiques soient au plus près des besoins des personnes. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on fait en matière de concertation citoyenne, au travers des débats, par exemple, qui ont été menés sur la fin de vie, qui est un modèle en matière de concertation, puisqu'on a eu un avis du comité d'éthique déposé en septembre. Ensuite, on a eu des débats dans les territoires menés par ce qu'on appelle les espaces de réflexion éthique régionaux, qui ont permis de solliciter la population sur cette question très difficile de la fin de vie. On a eu une convention citoyenne avec tirage au sort de 105 je ne sais plus combien, 110 personnes, cette fois des citoyens totalement lambda qui ont donné un avis sur le sujet. Et enfin, au bout de ce processus, on va avoir peut-être un débat parlementaire avec une... Voilà, c'est une évolution, vous voyez, de la manière dont on travaille aujourd'hui sur ces grands sujets. Alors la fin de vie, c'est à la limite de la santé et d'un sujet sociétal, bien sûr, mais on voit bien que sur toutes ces politiques, on a besoin de travailler autrement. Et le sujet des usagers, qui était vu en 2002 comme simplement mettre en place des représentants dans les établissements, aujourd'hui, il est complètement dépassé, je dirais, par rapport à ce qui peut se passer avec les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on a pris une puissance beaucoup plus importante et je pense que ces mouvements sont inéluctables et ils sont bénéfiques pour l'efficacité des politiques qu'on mène. Alors Delphine Hannequin, comment est-ce que vous travaillez au sein de vos établissements? Je pense que vous avez peut-être des exemples, des cas concrets à nous donner. Donc concrètement, en fait, dans les établissements, donc comme l'a dit Dr Fourcade, effectivement, le représentant des usagers exerce cette mission principale de médiation où effectivement il vient régler et accompagner les familles à gérer les plaintes et les réclamations. Et aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, ce rôle tend à s'étendre vers effectivement d'autres champs comme l'implication du patient à travers la prise en charge, l'éducation thérapeutique, le développement des maladies chroniques qui contribuent beaucoup. On est obligé maintenant de s'appuyer beaucoup plus sur ce vécu du patient qui est essentiel pour améliorer nos prises en charge et être plus efficient dans nos parcours. Et donc, au sein du groupe Helena Santé, par exemple, effectivement, dans le cadre de notre plan stratégique 2028, il y a un axe qui est totalement dédié à la place du patient et de l'aidant. C'est important aussi. L'aidant doit faire partie aussi des usagers au sens large, qui est consacré donc à redonner une place centrale au sein de l'organisation pour la prise en charge, pour améliorer cette prise en charge. Et donc, on va lancer, je vais lancer là dans quelques semaines une expérimentation sur 4 établissements sanitaires autour de la démarche expérience patient, où en fait on a complètement impliqué les représentants des usagers des établissements, de la conception, de la méthodologie pour lancer cette expérimentation, et on a vraiment l'intention et l'objectif de poursuivre cette implication jusqu'à la mise en œuvre du plan d'action. Donc c'est vraiment cette notion de partenariat et gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, que l'on souhaite mettre en place et développer au sein de nos établissements. Docteur Fourcade, justement, tout à l'heure, vous parliez du rôle et de l'implication des patients dans la formation des professionnels de santé. Qu'est-ce que vous avez envie justement de faire davantage? Alors, vous voyez qu'on est passé quand même d'une conception un peu du sleeping partners, on dit en anglais, hein, le patient qui est là pour faire, en gros, je lis entre guillemets, enfin je caricature un peu, mais on est passé de ça à aujourd'hui se dire, non seulement on en a besoin, mais finalement, d'autant plus après le Covid, quelque part, où soignants et familles se sont retrouvés confrontés à des difficultés qui sont éminemment proches, en fait. Et pendant le Covid, nous, on avait mis en place des remontées de terrain de signaux faibles, ce qu'on appelle les signaux faibles, venant à la fois des représentants des usagers avec des contacts qu'on avait toutes les semaines avec France Assos Santé sur ce qui se passait concrètement dans les établissements. Et on avait en parallèle ce que les professionnels de santé ressentaient de difficultés confrontées au manque de matériel, au manque de moyens pour faire face à tout ça. Et en fait, ces signaux faibles, ils remontaient via des cellules de soutien éthique pilotées par les espaces de réflexion éthique régionaux. Et on s'est aperçu au final que soignants d'un côté et usagers de l'autre, finalement, étaient confrontés aux mêmes tensions éthiques voilà, c'était une communauté finalement. C'était pas d'un côté les patients et de l'autre côté les soignants. Les mêmes sujets remontaient de manière extrêmement forte. Et je pense que rien ne peut être pareil après le Covid. Et finalement, ce qui se fait aujourd'hui de manière assez naturelle, c'est de faire rentrer les patients maintenant dans la vie hospitalière, de les associer au projet.
Et dans la formation, j'y arrive, c'était votre question initiale. Ce qu'on a légitimement demandé, c'est qu'effectivement la loi de 2019, d'ailleurs c'est un texte législatif qui pousse les facultés de médecine à faciliter la participation des patients aux formations pratiques et théoriques des professionnels de santé. Alors, on commence par les médecins, parce qu'évidemment ça paraît un peu paradoxal quand on fait médecine. Moi j'ai fait médecine. Bon, on peut imaginer quand même que quand on fait médecine, on a quand même une attention à l'autre spontanée. Ben, en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans son cursus d'études médicales, on est confronté à une formation extrêmement technique. On est obnubilé finalement par l'état de la science, etc. Et on oublie qu'on est nous-mêmes humains, entre guillemets. On est nous-mêmes malades un jour, etc. Et en fait, on se met dans une posture, quelque part, de sachant par rapport à quelqu'un qui est en face de nous, qui va recevoir des informations de manière complètement démunie par rapport au savoir qu'on a. Donc je pense que cette asymétrie de l'information, elle est plus possible aujourd'hui parce que les gens, ils arrivent dans un cabinet médical, ils ont regardé sur Internet, ils savent beaucoup de choses et on est obligé de faire en sorte de se mettre à la place d'eux. Et c'est à la place d'eux qui est apporté par les patients dans le cursus de formation, ce qui paraît un peu aberrant. On ne fait pas médecine pour être désagréable avec ses patients. Et ben, il y a de la maltraitance dans les services, il y a de la maltraitance technique parce que voilà, on est quelquefois maladroit ou tout simplement parce qu'on n'a pas les compétences en communication aux patients. Il y a des gens qui sont incapables de parler, d'annoncer des mauvaises nouvelles et ce n'est pas spontanément qu'on arrive à annoncer une mauvaise nouvelle à un patient, même si on a fait Bac+12 et qu'on est un super spécialiste de la neuroradiologie interventionnelle. On peut quelquefois être extrêmement désagréable sans s'en rendre compte finalement. Donc voilà, donc c'est un peu ce côté rétablir, remettre de l'humain, qui est naturel après le Covid en plus, parce que les gens ont besoin de ça. Les soignants sont extrêmement contents de pouvoir travailler avec les patients. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos établissements, mais ce binôme soignant-patient, y compris dans les services, qui jusqu'à maintenant était un peu mal perçu. On disait, oh là là, il faut des horaires de visite encadrés, il ne faut pas que les familles soient là tout le temps. Ben, finalement, c'est une alliance thérapeutique, finalement, qui est évidente et qui finalement est bénéfique en termes de résultats pour le patient et pour le personnel soignant aussi, et en qualité de vie du travail. Il y a eu des études qui montrent que finalement impliquer, prendre en compte mieux l'expérience du patient, ça a un impact sur la qualité de vie au travail des soignants. Donc tout le monde est gagnant. Delphine Hannequin, alors je vous laisse réagir effectivement aux propos du docteur Fourcade et puis vous me direz quelle vision vous avez, vous, pour les établissements de soins et de santé de demain. Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire le docteur Fourcade. C'est-à-dire que la place du patient, elle est indéniable. On a dit, il y a eu un énorme progrès qui a été fait depuis les années 2000 et ça ne fait que se poursuivre. Il faut renforcer et continuer cette dynamique et rentrer dans une démarche partenariale. Vraiment que le patient soit partie prenante, voire associé. Et c'est là où, effectivement, c'est les perspectives qu'on se fixe, c'est de faire rentrer le patient finalement dans l'établissement, qu'il connaisse le fonctionnement de l'établissement, qu'il n'ait pas que cette vision externe où il vient utiliser quelque part le service qu'on lui propose, mais qu'il soit impliqué dans l'organisation, dans les projets qui le concernent directement. Et c'est là où le rôle des représentants des usagers a toute sa place, tout son sens, si on les associe pour arriver à co-décider, co-construire des projets en association avec les directions d'établissement. C'est fondamental. Donc on tend vers ça et je pense que tous les signes sont ouverts pour y arriver, à atteindre cet objectif. Il y a encore il y a encore quelques difficultés de culture parce qu'effectivement, comme on l'a dit, la culture médicale, il faut aussi la faire bouger, mais ça va redonner du sens, on l'a dit, ça redonne du sens, ça recentre sur le cœur de métier pour les soignants, c'est essentiel dans des périodes où on est en pénurie permanente de soignants, et ça, sans les usagers, on ne va pas pouvoir relever les défis de demain. Enfin, pour moi, c'est fondamental. On a des défis importants, on a la télémédecine, on a l'accès aux soins, la désertification, on a l'attractivité des professionnels. Tous ces défis-là, il faut les faire, il faut les construire et trouver des solutions en partenariat avec les usagers et les patients. Docteur Fourcade, il nous reste très peu de temps. Un mot de conclusion à toutes les deux. Je vous en prie, docteur, allez-y. Un mot de conclusion, je pense qu'effectivement, notre rôle au niveau national, au ministère, c'est de faire en sorte que donner beaucoup de souplesse aussi sur les modes d'intervention des patients. Je pense qu'il ne faut pas être trop normatif. Donc notre travail, par exemple, sur la formation la participation des patients à la formation, ça ne va pas être de donner un cadre extrêmement rigide depuis Paris qui va s'appliquer dans toutes les facs de médecine de la même façon. Donc il faut qu'on donne envie, en tout cas,
qu'on facilite la participation de ces patients avec des outils qui vont montrer des exemples. Donc je pense qu'on est beaucoup dans l'échange des bonnes pratiques. Donc on va faire une cartographie de ce qui existe déjà et les faire connaître ce qui existe dans les facultés, faire en sorte que les gens puissent échanger des bonnes pratiques. Identifier des vrais freins juridiques, ça existe, il y en a quelques-uns, notamment en matière de rémunération. Il ne faut pas que, par exemple, la rémunération d'un patient dans une fac de médecine le pénalise en matière d'allocation sociale. Donc ça, on a un vrai sujet de lever un certain nombre de freins fiscaux. Par exemple, ce serait assez paradoxal que la rémunération qu'on donne à un patient qui participe à une équipe pédagogique, on lui supprime son allocation adulte handicapé parce qu'il va avoir un revenu, etc. Donc il y a des petits sujets. On a des solutions qui ont été trouvées d'ailleurs pour les patients qui sont tirés au sort dans le cadre de la Convention citoyenne pour la fin de vie. On a eu un décret spécifique qui a mis en place cette possibilité de justement de ne pas être pénalisé sur le plan des allocations. Donc voilà, notre rôle, il est de faciliter les choses, de laisser beaucoup de souplesse et en revanche, effectivement, d'accompagner ces dynamiques en faisant en sorte que tous les acteurs soient, je dirais, plus que d'appliquer simplement le niveau minimum. Il faut vraiment leur donner envie qu'ils aillent un peu plus loin que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et je ne suis pas inquiète quand je vois des grands groupes comme Elena qui fait des expérimentations sur ce sujet. Je pense que le besoin, il existe. Et nous, au niveau national, on est là pour l'accompagner, faire en sorte que ça se passe le mieux possible en levant les freins. Delphine Hannequin, un mot de conclusion. Voilà, je pense que l'objectif est clair, c'est faire du partenariat avec le patient et clairement d'arriver à lever ces freins en leur donnant aussi des outils, en les accompagnant davantage, en leur donnant la culture aussi de l'établissement, qui connaissent aussi nos contraintes. Parce que quand on est usager, on sait bien qu'à titre personnel, on voit bien le fonctionnement d'un établissement quand nous-mêmes on est passé en tant que patient dans un établissement et c'est là où on voit aussi tous les dysfonctionnements. Donc c'est important que le patient et l'usager puissent aussi avoir cette connaissance pour qu'ensemble on puisse vraiment construire et on a des nombreux défis à relever et je suis très optimiste sur le fait qu'on puisse y arriver. Il faut transformer l'essai. Voilà. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci mesdames, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous d'autres entretiens à venir.